Bonjour à ceux qui nous rejoignent, troisième partie de cette édition avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique et les titres de cette actualité ce matin. Saveria, bonjour, rebonjour. Bonjour à tous. Le feu vert des députés à l'assouplissement des 80 km/h. Les maires et les départements pourront revenir à 90 km/h sur les routes secondaires. Cette limitation à 80 km/h, particulièrement impopulaire, faisait partie des grandes revendications des Gilets jaunes. Y a-t-il un avenir pour les Républicains? Plus d'un Français sur deux estime que le parti peut disparaître. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa. Nous en parlerons avec mon invité, le sénateur Gérard Longuet. Et puis la suite de l'examen du projet de loi santé au Sénat. Il reste 99 amendements à examiner. Hier, les sénateurs se sont penchés sur l'organisation des hôpitaux de proximité. Ils ont tenté sans succès d'inscrire l'obligation d'un maintien d'un service d'urgence et de petite chirurgie. La loi fera l'objet d'un vote solennel mardi au Sénat. Y a-t-il un avenir pour les Républicains? Plus d'un Français sur deux estime que le parti peut disparaître. C'est ce qui ressort, en tout cas, des derniers sondages. Après la démission surprise de Valérie Pécresse, c'est le choc et l'incompréhension qui règnent chez les élus de droite. Reportage Adrien Develay. J'ai décidé de quitter les Républicains. Il ne s'y attendait pas. Jeudi matin au Sénat, l'incompréhension règne chez les sénateurs, les Républicains. Pour nous, c'est incompréhension parce que maintenant, on n'a pas de président. C'était un peu le moment où on pouvait discuter sur la ligne politique du parti, où on pouvait réfléchir avec des personnes comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau. Une grande surprise, personne ne s'y attendait. Elle a prévenu le président Larcher seulement quelques minutes avant l'annonce de son départ. La veille, elle était sur la photo de famille et elle était à la réunion de rassemblement, ce qui était quand même plutôt une bonne nouvelle. Mardi, effectivement, la présidente de la région Île-de-France se tenait à la droite de Gérard Larcher pour annoncer une grande convention des LR pour rassembler la droite et le centre. Valérie Pécresse a expliqué vouloir reconstruire la droite hors du parti. Au Sénat, une réunion de groupe est programmée en urgence. Gérard Larcher est présent. 3 quarts d'heure de discussion, à huis clos et une décision, celle de faire bloc autour de la ligne défendue par le président du Sénat. Nous soutenons unanimement l'initiative de Gérard Larcher. À l'unanimité, le groupe a tenu à réaffirmer le besoin d'unité et nous restons ensemble ici au Sénat parce que le Sénat et la France en a besoin. Voilà. Le départ de la présidente de la région Île-de-France bouscule les ambitions de Gérard Larcher qui voulait réunir et ressouder la droite. 5 mois, voilà le temps dont dispose le président du Sénat pour sauver ce qui peut l'être des Républicains avant la grande convention de la droite prévue en octobre. Voilà, le face-à-face, deuxième interview politique de cette édition et c'est Gérard Longuet qui est avec nous ce matin. A tout de suite. Bonjour Gérard Longuet, vous êtes sénateur LR de la Meuse. Merci d'être sur ce plateau ce matin pour commenter l'actualité politique notamment. Bonjour Gérard Longuet. Avant de parler de la situation à droite, car j'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous dire, je voudrais tout d'abord vous entendre sur les 80 km/h. L'Assemblée a voté cette nuit l'assouplissement des 80 km/h. Les maires et les départements pourront revenir à 90 km/h. Il était temps de revenir à la raison. Oui, c'est un vote de bon sens. Rappelez que les routes départementales appartiennent aux départements. Et ce sont eux qui les connaissent le mieux. Ce sont eux qui les entretiennent, ce sont eux qui les rénovent et ce sont eux qui doivent fixer la réglementation de vitesse parce qu'ils connaissent les réalités du terrain. C'est le symbole d'une France à 2 vitesses, c'est ce qu'on a beaucoup entendu pendant la crise des Gilets jaunes. Non, c'est surtout le symbole d'un mouvement vers la décentralisation, vers la responsabilité locale, vers la responsabilité du territoire. Et pour les sénateurs que je suis, ancien président de région, c'est un geste qui va dans la bonne direction. Alors venons-en maintenant à la situation à droite. Et donc on vient de le voir, la démission de Valérie Pécresse avant-hier. Elle considère que la reconstruction de la droite ne peut se faire qu'en dehors du parti. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous regrettez ce départ? Je regrette beaucoup son départ. Je trouve que ce départ n'a aucun sens. Parce que reconstruire, encore faut-il accepter des règles communes. Or, à ma connaissance, Valérie Pécresse, depuis 20 ans, accepte les règles de l'UMP d'hier, des Républicains d'aujourd'hui, qui l'ont toujours soutenue et qui lui ont permis d'exercer les responsabilités qu'elle assume aujourd'hui. Alors, dans un ensemble, dans une association, dans un parti politique, on n'est pas nécessairement du même avis tout le temps, mais on accepte la discipline d'être majoritaire ou minoritaire pour pouvoir construire quelque chose. Parce que si on suit la démarche de Valérie Pécresse, ça veut dire que chaque fois qu'on est en désaccord, on doit quitter.
dans ces conditions, aucune organisation n'est possible. Gérard Longuet, dans son sillage, plusieurs élus, plusieurs figures du parti ont également décidé de claquer la porte. Est-ce que vous craignez une hémorragie, pourquoi pas une disparition complète du parti? Tout est possible. Est-ce qu'aujourd'hui la droite peut mourir? Tout est possible, y compris la disparition du parti. Je crois que la vraie question, c'est quel est le rôle d'un parti politique dans la République présidentielle fondée sur le quinquennat? Quel est-il justement? Justement, aujourd'hui, il n'apparaît pas très clairement parce qu'on ne voit pas quel est leur rôle. Ils défendent des convictions et ensuite ils sont au moment de l'élection laminés entre pour ou contre le président. Et moi, ce que je souhaite de la réforme constitutionnelle, puisque l'on en parle, c'est que le Parlement reprenne de l'autonomie, autonomie dont il disposait au moment du septennat et qu'il a totalement perdu avec le quinquennat, avec le calendrier législatif. Justement, on va en parler de la réforme constitutionnelle, mais encore quelques mots sur la droite. Hier, Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, estime que la personne qui a tué les Républicains, c'est François Fillon, qui était candidat à la dernière élection présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord? Je veux dire que si François Fillon avait gagné, c'était plus simple. C'est une évidence. Une évidence que quand on perd une bataille, on prend une part de responsabilité des difficultés. Je crois que ce qui tue le parti politique, c'est que nous n'avons pas débattu de notre attitude vis-à-vis du président de la République. On a esquivé le débat, j'ai voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle, et nous avons esquivé le débat politique. Les uns étaient contre tout, les autres s'accommodaient de propositions présidentielles qui n'étaient pas acceptables et qui n'étaient pas sérieuses, et nous n'avons pas débattu entre nous. Et c'est l'absence de débat qui a affaibli les Républicains. De propositions également. Pour terminer, la reconstruction de la droite, elle passe par le Sénat, la Chambre des territoires, avec notamment les deux barons que sont Gérard Larcher, l'initiative de Gérard Larcher et Bruno Retailleau. Alors, nous avons un avantage, évidemment, par rapport à l'Assemblée nationale, c'est que nous sommes indépendants du clivage présidentiel. Dans notre groupe, il y a des gens qui ont envie de voter Macron, d'autres qui n'ont pas envie de voter Macron, d'autres qui, comme moi, jugent sur chaque événement parce que je suis parlementaire et je ne me détermine pas pour ou contre le président, je me détermine pour ou contre les lois que je trouve bonnes pour mon pays. Et donc, nous avons cette liberté, et j'ajoute, ce qui n'est pas négligeable, nous avons la durée avec nous. Et la plupart d'entre nous dureront après les échéances qui sont devant nous. Tout ça peut servir à la reconstruction de la droite. Tout ça peut servir à donner, comme on dit en voile, une quille pour redresser le bateau quand le vent souffle un peu fort et que le barreur est maladroit. Gérard Longuet, la réforme des institutions, on en a parlé. On a appris cette semaine l'article 15 de cette nouvelle mouture du texte. Dans cet article 15, le Sénat pourrait être renouvelé intégralement en 2021. Vous l'interprétez comment? C'est une provocation, une menace de l'exécutif? C'est pas une menace, mais c'est une maladresse. Parce que la force, nous avons besoin dans nos institutions d'éléments de stabilité. Il se trouve que le Sénat ne revendique pas, comme il le faisait sous la Troisième République, un pouvoir législatif équivalent à celui de l'Assemblée nationale, mais en contrepartie, nous demandons d'être ce facteur de stabilité dont le pays a besoin. Imaginons si nous avions décidé ou voté en décembre, au moment de la crise des Gilets jaunes, les résultats auraient été sans doute différents de ceux des européennes du mois de juin, du mois de mai. Par conséquent, il faut vraiment avoir un facteur de stabilité. Le Sénat est un facteur de stabilité. J'ai été député élu 4 fois. Je sais très bien comment marche l'Assemblée nationale. Je suis content au Sénat d'être un des facteurs de continuité de la République. Et il faut que cela dure. Et pour que cela dure, le renouvellement partiel est une bonne solution. Mais donc, le renouvellement général ne l'est pas. Donc le renouvellement intégral, vous êtes contre en 2021? Mais oui, parce que c'est exactement le contraire à l'esprit du Sénat, qui est un esprit de stabilité et d'équilibre dans une France qui est souvent émotive et hyper réactive, quitte à regretter le lendemain ce qu'elle a décidé la veille au soir. Mais ça permettrait de faciliter la réduction du nombre de parlementaires qui est prévu. Mais réduire le nombre de parlementaires, c'est tout à fait possible. Il y a des modalités. Le renouvellement global et d'ensemble n'est peut-être pas la meilleure. Mais enfin, on s'adaptera. Gérard Longuet, je voudrais qu'on termine avec la commission d'enquête sur la souveraineté numérique, dont vous êtes le rapporteur de cette commission d'enquête. Quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez? De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de savoir si la République peut continuer d'appliquer ses lois sur un espace, une sorte de territoire, qui est le territoire numérique,
qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de règles clairement établies et dont les règles nationales peuvent être contournées à tout moment. Je prends le problème de la santé. Nous pouvons, avec l'espace numérique, accéder à des informations, puisqu'on parle de santé actuellement dans le débat avec Mme Buzyn et avec l'excellent Alain Milon, nous pouvons contourner toutes les règles d'information sur le patient, d'information sur l'état de santé de nos compatriotes au service par exemple d'une compagnie d'assurance, si les lois nationales ne parviennent pas à s'appliquer sur cet espace singulier qu'est l'espace numérique. Donc nous avons besoin de savoir est-ce que les républiques continuent d'exister à côté des GAFA. Ce que vous nous dites, c'est que la souveraineté de la France, elle est impactée par la révolution numérique. La souveraineté de tous les pays. La souveraineté de tous les pays. Mais impactée, elle est empiétée, elle est attaquée. Elle est complètement entravée, elle peut être remise en cause, elle peut être compromise. Alors, il y a à la fois la liberté, auquel je suis pour ma part très attaché, et en particulier la liberté de l'internaute, et puis il y a la liberté qui s'arrête au moment où elle n'est plus respectueuse de la liberté d'autrui. Je prends l'exemple toujours de la santé. Lorsque la compagnie d'assurance vous dira, cher monsieur, nous savons que vous êtes un poivreau fini et donc on ne vous couvre plus, là vous serez mal. Et donc il faut s'en protéger, il faut édicter de nouvelles règles. Il faut surveiller le fonctionnement, essayer de réfléchir à ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Il ne faut pas empoisonner les gens, moi je ne suis pas pour la réglementation à tout prix, mais il faut regarder justement ce qui est stratégique pour la sécurité de nos compatriotes. Parce que nos compatriotes nous demandent à la fois la liberté sur l'espace numérique, mais le jour où ils sont eux-mêmes l'objet d'une attaque, ils protestent en disant « mais personne ne nous protège ». Ben oui, justement, on demande à l'État de protéger, mais à partir du moment où on lui demande de protéger, il faut accepter une petite discipline. C'est ce sur quoi nous réfléchissons. Vous voyez, le Sénat est utile. Longuet, merci Gérard Longuet. Gérard Longuet, les déchirements de la droite, j'y reviens un instant. Vous en avez vu d'autres? Oui. Bon, il y a 20 ans... Oui, au lendemain de 81, ce n'était pas facile. Oui. Non, mais il y a 20 ans, il y a eu l'aventure des rénovateurs. Absolument. Vous appelez aussi les cadets de la République. Alors j'ai noté Michel Noir, disparu, Alain Carignon, candidat municipal. Oui, je suis le survivant. Oui, François Léotard, disparu, Charles Millon, disparu du circuit politique. Oui, enfin, ce sont des gens bien. Vous avez une formule à l'expérience de tout ça. Vous pensez que ça peut déboucher sur quelque chose? Vous-même, vous aviez échoué donc avec ces cadets de la République à l'époque. Nous avons eu un excellent candidat qui était Édouard Balladur, qui malheureusement a été battu parce qu'il était responsable dans son programme. Mais là, c'était avant. C'était contre Valéry Giscard d'Estaing et son désir de retour. Non, c'était pas contre. C'était pour nous-mêmes, dans une république où la victoire aux législatives permettait à des gens qui n'avaient pas l'ambition d'être président de pouvoir cependant gouverner le pays. Je n'ai jamais voulu être président de la République parce que je m'en sens absolument pas capable. En revanche, j'étais très content avec une équipe de mon âge, garçons et filles, de pouvoir renouveler. Et en 86, on a renouvelé le gouvernement en toute liberté. C'était des années formidables. Merci, vous êtes une forme de survivant de ces temps-là. Je suis un survivant, oui. Merci Gérard Longuet, on passe à l'agenda. Merci. Ce qui se passe au Sénat. Alors dès 9h30 ce matin, il faudra suivre bien sûr la suite de l'examen du projet de loi santé. Il reste 99 amendements à examiner. Hier, les sénateurs se sont penchés sur l'organisation des hôpitaux de proximité. Ils ont tenté sans succès d'inscrire dans le texte l'obligation d'un maintien d'un service d'urgence et de petite chirurgie. Puis également à 9h30, un grand colloque organisé par le groupe socialiste, le travail à l'épreuve du capitalisme 2.0, comment refonder la citoyenneté sociale, est-ce la fin du travail protégé, comment accompagner les travailleurs dans le cadre de ces nouvelles formes de travail, autant de thèmes de réflexion pour cette nouvelle journée de colloque. Et puis dans le reste de l'actualité, c'est le coup d'envoi aujourd'hui de la Coupe du Monde féminine de football. C'est ce soir au Parc des Princes, un an après le sacre des Bleus. Les femmes vont à leur tour tenter de remporter le mondial. Au Sénat, la délégation aux droits des femmes publie un rapport pour mettre en valeur justement ce foot féminin. C'est un reportage de Samia Dechir et Alizé Boissin. À l'approche du mondial, l'attention médiatique se focalise pour une fois sur elle. Et pourtant, le 30 mai dernier, à quelques jours de la compétition, les Bleus sont priés de laisser leur chambre de Clairefontaine à leurs homologues masculins qui préparent un match amical. Épisode symbolique de ce football français qui tarde à reconnaître la place croissante des femmes dans ce sport trop longtemps considéré comme masculin. Au Sénat, la délégation aux droits des femmes a saisi l'occasion de cette Coupe du Monde pour publier un rapport et surtout des recommandations, à commencer par la création d'un statut professionnel qui n'existe toujours pas pour les joueuses de haut niveau.
Même quand elles sont à plein temps à faire du football et quand elles ont une qualité de football qui s'apparente au football professionnel, elles ont un statut amateur. Donc à l'évidence, il faut changer ça et rattacher notamment le championnat féminin à la Ligue de football professionnel. Ça, c'est une des préconisations de notre rapport. Pour créer des vocations chez les filles, il faudrait aussi qu'elles trouvent des clubs où jouer. Et il leur faut parfois aller loin de chez elles. Sur plus de 14 000 clubs en France, seuls 3 000 ont au moins une équipe féminine. Il faut que dans les clubs, qu'il y ait cette volonté réelle de mettre à disposition des espaces, un timing, des équipements pour permettre à la fois aux garçons et aux filles de pratiquer le sport. Dans notre rapport, nous voulons vraiment que les filles soient prises en compte exactement comme on prend en compte les garçons. Cela passe aussi par l'initiation au football en milieu scolaire, que la délégation aux droits des femmes veut rendre systématique pour les filles et les garçons. Voilà, c'est le moment tant attendu avec Quentin Calmet de l'Œil 2 dans un instant. Avec une collection de tweets formidable. Tout à fait, Cyril Viguier. Bonjour Quentin Calmet. Comme chaque vendredi, on va revenir avec vous sur les faits marquants de la semaine au travers des tweets des sénateurs. Et on commence bien sûr avec la crise à droite et les sénateurs des Républicains qui font bloc. Tout à fait, on l'a vu dans le reportage d'Adrien Develay et avec votre invité il y a un instant. Ils étaient réunis hier au Sénat effectivement pour réagir à la démission de Valérie Pécresse. Ils font tous bloc et ils sont très critiques sur la démarche de la présidente de la région Île-de-France. Regardez par exemple Bruno Retailleau qui a dit que la refondation de la droite était un devoir impérieux qui exige du courage et de sortir des logiques personnelles. Une autre sénatrice est allée plus loin en reprenant le tweet de Bruno Retailleau. C'est Jackie de Romédy qui a écrit « Pour reconstruire, il faut commencer par des fondations sur des bases solides, pas des sables mouvants ». Et elle a même sorti le champagne pour dire que ce départ de Valérie Pécresse, visiblement, ne la trouble pas. Et effectivement, on notera aussi un message assez fort de Henri Leroy pour les LR, qui a dit effectivement quitter sa famille alors qu'elle traverse une tempête, est-ce responsable? Est-ce acceptable? Est-ce de la lâcheté? Ou est-ce tout simplement une désertion? La décence commande d'attendre que le calme revienne, sinon à vouloir commettre un parricide. Non, haut les cœurs, LR. Donc vous voyez, les sénateurs très critiques sur cette démarche de Valérie Pécresse. Et pendant qu'on tente de sortir de la crise chez les Républicains, on perd pas le nord sur les bancs de la gauche. Cette semaine, socialistes et communistes ont parlé à nouveau du référendum sur la privatisation d'ADP Aéroport de Paris. Voilà, c'est un peu sorti de l'actualité, mais les sénateurs de gauche, effectivement, ils n'ont pas oublié les signatures qu'il va falloir collecter. Depuis le 9 mai, on sait que le Conseil constitutionnel a validé la démarche d'un référendum d'initiative partagée. Mais c'est la première fois qu'on organise ce référendum. Donc il y a du flottement. On ne sait pas qui est-ce qui va organiser cette collecte. Est-ce le ministère de l'Intérieur? Est-ce le Conseil constitutionnel? Et donc les sénateurs vont être reçus. Place Beauvau. Donc la semaine prochaine, ils l'ont annoncé sur Twitter. Regardez par exemple Éliane Assassi qui a dit vaut mieux tard que jamais. Christophe Castaner recevra les parlementaires jeudi prochain pour examiner les modalités du recueil des signatures pour obtenir le référendum sur la privation d'ADP. Même réaction chez Patrick Caner, le patron des socialiste au Sénat, qui a dit se réjouir du rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur sur le dispositif pour le référendum d'initiative partagée à quelques jours de sa mise en place. Et donc il a conclu en disant nous nous assurerons que le recueil des signatures se fasse dans les meilleures conditions. Et donc on le voit, les sénateurs qui sont à la manœuvre pour commencer à amasser ces 4,7 millions de signatures, c'est colossal. Et donc ils ont pu faire comme cela des petits tweets pour commencer cette collecte. Regardez ce que les sénateurs communistes ont pu faire en disant voilà, la collecte commence le 15 juin, nous avons 9 mois pour recueillir les 4,7 millions de signatures. Et on va terminer avec le D-Day, les commémorations du débarquement qui avaient lieu hier en présence des parlementaires qui ont beaucoup tweeté sur le sujet. Effectivement, ils étaient nombreux sur place et donc ils ont pu faire des petites photos des plages normandes ou de la cérémonie pour montrer un peu les coulisses, faire vivre ce moment. Beaucoup de messages. On en a sélectionné que quelques-uns, mais il y en avait beaucoup. Regardez par exemple Joëlle Garriot-Mellam, elle a fait une photo en disant soleil levant sur la Gold Beach du débarquement derrière le bocage. C'est à cette heure-ci qu'arrivaient sur cette plage les premiers navires britanniques il y a exactement 75 ans. Et donc à la clé un lever du soleil, une photo et une tonalité particulière. Voilà cette émotion du débarquement il y a 75 ans. Par exemple, même chose pour Christine Lavarde qui a dit « La mer était déchaînée, le soleil se levait tout juste lorsque les soldats canadiens et anglais ont débarqué sur cette plage. Mon grand-père avait 12 ans. » Et une citation « La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé. De ma blessure a jailli un
fleuve de liberté. C'est une phrase qu'on retrouve sur le mémorial de Caen, hein, qui est à l'entrée du mémorial de Caen. Mais donc voilà, effectivement, beaucoup d'émotions, de cette sonalité particulière. D'autres messages, regardez, les sénateurs qui ont rappelé l'opération logistique considérable avec des photos qu'a représenté le débarquement, mais aussi le sacrifice de plus de 10 000 soldats. Et donc, encore 2 petits messages pour terminer. Hein. Un hommage aux soldats en ce jour le plus long, a tweeté une autre sénatrice. Et enfin, Jérôme Durin qui a pu écrire « Nous nous souvenons que notre liberté a un prix ». Et donc avec cette commémoration du D-Day hier. Merci beaucoup Quentin Calmet. Merci. Merci Quentin Calmet. Pas de sujet, tweet de Donald Trump, hein, plus. Il n'est pas sénateur, donc il ne rentre pas dans ma collection d'aujourd'hui. Un tout autre sujet maintenant, des services publics itinérants. Depuis un an, à Cahors, c'est dans le Lot, on expérimente ces services publics d'un nouveau genre. Aller à la rencontre des usagers, les aider dans leur démarche administrative. C'est une expérience qui pourrait se développer dans d'autres territoires. C'est un reportage de Marie Brémaud. Tour de Fort, c'est la destination du jour pour Claire et Laurie. Ces 2 agents de la communauté d'agglomération de Cahors prennent donc la route à bord de ce camping-car pour se rendre dans ce village quelque peu isolé. On part faire une permanence des services publics dans la commune de Tour de Fort où on va accueillir les usagers qui auront besoin de nous pour remplir leurs papiers, pour aller sur leur espace personnel sur Internet pour certaines administrations. Une fois sur place, il suffit de se brancher à la box internet de la mairie et les bureaux des services publics de l'après-midi sont prêts. Une aubaine pour cette petite commune de 300 habitants. Alors pour la vie de la commune, c'est particulièrement important, mais ce n'est pas important que pour la commune de Tour de Fort, c'est important pour les communes périphériques alentours, parce qu'on est quand même à 2h 40 minutes de Cahors. Laurie et Claire ont reçu une formation des différents opérateurs, Pôle emploi, l'assurance maladie, les finances publiques, les mutuelles, l'assurance retraite. Une polyvalence qui leur permet d'être efficientes. J'en tire beaucoup de satisfaction, c'est un vrai service qu'on rend à la population, c'est une vraie mission de service public d'aller au devant des gens, d'aller au plus près des gens. Des services publics qui viennent aux habitants. Vous voulez me tenir le bras ou ça va? Je l'accepte. Pour Marie-Rose, 95 ans, qui se déplace très difficilement, c'est une assistance précieuse. Que ce soit pour se faire rembourser ses prothèses auditives ou gérer son allocation personnalisée d'autonomie, l'agricultrice à la retraite se trouve souvent désemparée. J'ai le compte postal, ils demandent le relevé du compte postal de 3 mois. Ça me fait beaucoup. Mais tout ça, on peut le faire ici, les photocopies. On peut les faire au camping-car. Oui. Cela fait plus d'1 an que le car sillonne 12 communes du Grand Cahors, une expérimentation qui va se poursuivre, voire au-delà de ce territoire, puisque d'autres collectivités sont intéressées. Voilà, on poursuit cette revue de l'actualité avec les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. On démarre avec la une de Ouest France, le plus grand quotidien français qui titre La Normandie, promesse de paix. Emmanuel Macron et Donald Trump, une accolade pour sceller la paix. Hier, les cérémonies du D-Day ont rappelé le sacrifice des milliers de soldats pour la paix et la liberté. L'amitié franco-américaine a été célébrée à Colville-sur-Mer. Un moment de silence a été observé en l'honneur des soldats morts lors du débarquement. Et puis à lire également l'édito de Jeanne-Emmanuel Hutin, être digne des héros d'hier. Le quotidien est devenu insupportable pour beaucoup aux urgences et c'est à la une du journal de Saône-et-Loire. Pourquoi les urgences saturent? Face au mouvement de grève qui menace d'embraser l'ensemble des urgences, le gouvernement change de ton. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonce la création d'une mission pour élaborer une stratégie d'ensemble. Le quotidien est devenu insupportable pour beaucoup d'entre vous, a-t-elle admis, ajoutant ces difficultés. Je ne les regarde pas avec une distance froide de gestionnaire. Un chiffre pour comprendre cette crise. Le nombre de patients pris en charge et aux urgences est passé de 10 millions en 1996 à 21 millions en 2016. Coup d'envoi aujourd'hui de la Coupe du Monde féminine. On vient de le voir en football et c'est à la une de l'Alsace. Allez les filles! Et le premier match, c'est ce soir au Parc des Princes, 1 an après le sacre des Bleus. Les femmes vont à leur tour tenter de remporter le mondial. Le match des Bleus face à la Corée marque ce soir à 21h le début d'un mois de liesse durant la Coupe du Monde féminine de foot. L'occasion d'un gros plan sur l'essor du foot féminin en Alsace. Voilà, à la une de Nord Littoral, le groupe Total. Pollueur, mais pas payeur.
Toujours pas de solution pour l'ancienne station-service du Pont du Leu. L'ex-terrain Total est à vendre avec beaucoup de restrictions dues à la pollution, rasée depuis plus de 5 ans. L'ancienne station-service est devenue une friche que la ville n'arrive pas à racheter à Total. Il est prévu depuis 2011 la construction d'une résidence pour personnes âgées. Et puis à la une de la République des Pyrénées, des journaux du groupe Sud-Ouest, c'est la réintroduction de l'ours qui est en cause et l'État dit stop. Pour calmer la colère des éleveurs des Pyrénées, les ministres de l'écologie et de l'agriculture ont réaffirmé leur volonté de ne plus réintroduire d'ours. Le gouvernement n'engagera pas de nouvelles réintroductions d'ours dans les Pyrénées, sauf si des ours sont tués par des hommes, annonce hier des ministères, confrontés à la résistance des éleveurs. Cette annonce fait suite à celle des décès des 2 petits de l'ours Sorita, probablement tués par un mâle. Et puis autre annonce, des mesures d'accompagnement financier des éleveurs qui menacent les brebis. Merci Saveria. Bon week-end à vous. Bon week-end, très bonne journée à tous. Très bonne journée à vous. Nous on continue dans un instant la météo des territoires. Clairsemé de temps en France. Puis le Zap Matin de Christophe Combarius qui s'est passé dans les autres matinales d'infos, chez nos confrères notamment. On se retrouve après, à tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Aujourd'hui, l'Amérique embrasse le peuple de France et le remercie d'honorer nos morts vénérés. 75 ans après le débarquement de Normandie, ces applaudissements saluent ceux qui ont libéré l'Europe de l'occupation nazie. Je m'incline devant le sacrifice immense des 37 000 tués, des 19 000 disparus, qui tombèrent en héros sur ces terres normandes entre juin et août 1944. Et pour la plupart, y reposent pour l'éternité. Aujourd'hui, s'il y avait besoin d'Amérique, je ne suis pas sûr que les Américains seraient au rendez-vous, dit Moi non Raffarin. plus. Ah oui? Moi non plus. Tu as raison. Absolument pas. J'ai beaucoup choqué pendant ma campagne électorale en disant un jour dans un meeting nos ex-alliés, en parlant des États-Unis. Alors un monsieur qui était un militaire, d'ailleurs jeune, relativement jeune, s'est levé en disant « Mais comment vous pouvez dire ça alors que… » Emmanuel Macron reconnaît la dette de la France vis-à-vis des États-Unis, tout en rappelant l'intérêt des alliances telles que l'OTAN, devant un Donald Trump qui bâille ostensiblement. Nous ne devons jamais cesser de faire vivre l'alliance des peuples libres. Notre relation, la relation entre nos deux pays, est exceptionnelle. Peut-être qu'elle ne l'a pas toujours été, mais aujourd'hui elle est exceptionnelle. Notre relation est fantastique et je vous en remercie, Monsieur le Président. Les États-Unis s'éloignent de l'Europe pour se consacrer presque uniquement, en tout cas très essentiellement, à la Chine et à leur concurrence avec la Chine. Et puis après, il y a ce que disait Laurence, là je vous rejoins tout à fait, il y a une divergence idéologique qui est incarnée par Trump. Je comprends que l'Iran veut discuter. S'ils veulent discuter, très bien, nous discuterons. Mais il y a une chose que l'Iran ne peut avoir, ce sont les armes nucléaires. Et le président de la France serait d'accord avec moi, il serait d'accord pour dire qu'ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Là où nous divergeons, parfois, c'est sur la méthode. Nous pensons qu'il faut, nous, la négociation, là où parfois nos amis américains vont sur l'imposition de mesures unilatérales. Et donc, il est très important, nous avons deux présidents qui sont tous les deux très francs, disent les choses, et bien qu'on puisse, comme ça, mais le message sublime. Nous allons aujourd'hui évoquer beaucoup de sujets de tensions internationales, évidemment l'Iran, le Moyen-Orient
et d'autres sujets. Et à chaque fois, je crois qu'il est important que nous puissions avoir une vue commune. Voilà, vos rendez-vous avec nous demain matin. Eh bien, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve. Dimanche matin, ce sera le best-of, le meilleur des interviews politiques de la semaine avec Territoire d'Info. Nous, on se retrouve lundi également avec Valérie Rabault, qui est la présidente du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Voilà, merci de votre fidélité. Bon week-end à tous. Au revoir.